Bonjour. Dans cette nouvelle vidéo de DM Expert, je vais traiter une question qui taraude beaucoup de fabricants de dispositifs médicaux qui ont été audités par des organismes notifiés. Quel changement doit-on déclarer à son organisme notifié? Dispositifs médicaux, quels changements doit-on notifier? Dans cette présentation, nous passerons en revue tout d'abord ce qui est indiqué dans le fameux guide bleu commun à toutes les directives marque HCE. Puis nous examinerons ce qui est exigé dans les directives sur les dispositifs médicaux. Nous regarderons quels sont les guides disponibles sur le sujet. Nous verrons comment procéder en pratique. Et enfin, nous parlerons des futurs règlements sur les dispositifs médicaux qui remplaceront les directives actuelles. Donc en premier lieu, ce fameux guide bleu est en fait un guide qui couvre l'ensemble des directives marque HCE, donc qui n'est pas spécifique aux directives sur les dispositifs médicaux. La première édition date de 1994 et la dernière édition date de 2014. Alors que trouve-t-on dans ce guide? Il est indiqué que le fabricant doit s'assurer que des procédures sont en place pour que la production en série reste conforme. Il pourrait ainsi être nécessaire de contacter l'organisme notifié, etc., etc. Et le guide renvoie à la décision numéro 768/2008 CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne. Qu'y a-t-il dans cette décision? Si l'on regarde par exemple l'annexe 2, module H, point 3.5, le fabricant informe l'organisme notifié ayant approuvé le système qualité de tout projet de modification de celui-ci. L'organisme notifié évalue les modifications, etc. et indique si une nouvelle évaluation est nécessaire. Maintenant, dans les directives sur les dispositifs médicaux, si l'on prend par exemple la 9342 CEE, il est indiqué dans l'annexe 2 au paragraphe 3.4 que le fabricant informe l'organisme notifié de tout projet de modification importante ou de la gamme des produits couverts. L'organisme notifié évalue les modifications, vérifie, etc. Il notifie sa décision au fabricant. Dans l'annexe 5, paragraphe 3.4, le fabricant informe l'organisme notifié de tout projet d'adaptation importante du système qualité. Et de nouveau, l'organisme notifié vérifie et notifie sa décision au fabricant. Si je regarde maintenant l'annexe 2, paragraphe 4.4, qui correspond à l'examen du dossier de conception, il est indiqué que les modifications de la conception approuvée doivent recevoir une approbation complémentaire de l'organisme notifié lorsque ces modifications peuvent remettre en cause la conformité aux exigences essentielles ou aux conditions prescrites pour l'utilisation du produit. Alors quels sont les guides disponibles? Tout d'abord, il y a eu un guide qui a été adopté en novembre 2008 qui reflète l'interprétation des organismes notifiés. C'est le NBMED 252 REC 2. Selon ce guide, le fabricant doit établir, tenir à jour et appliquer une procédure pour catégoriser, documenter et mettre en œuvre les changements et informer l'organisme notifié lorsque c'est nécessaire. Alors naturellement, toute la question est de savoir s'il s'agit ou non d'un changement substantiel. En effet, dans le cas d'un changement substantiel, le fabricant devra attendre la réponse de l'organisme notifié pour mettre en œuvre ce changement. Pour vous aider, vous pouvez également vous inspirer du guide publié par Santé Canada concernant les modifications importantes. Ce guide a été publié en 2011, il est accessible sur le site de Santé Canada, rubrique Lignes directrices, chapitre Directives matériels médicaux. L'adresse est un peu compliquée. Bien entendu, il faut bien comprendre qu'il s'agit des modifications importantes qui doivent être notifiées à Santé Canada lorsque votre produit est enregistré au Canada. Mais ce guide est similaire au document NBMED, avec l'avantage d'être plus détaillé, en français, avec des arbres de décision et de nombreux exemples.
Alors, selon le guide NBMed, il y a 3 types de changements substantiels à déclarer. Les changements dans le système qualité, les changements dans la gamme de produits et les changements dans la conception approuvée pouvant affecter la conformité aux exigences essentielles. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les déclarations à effectuer à l'organisme notifié dépendent de la procédure d'évaluation de la conformité qui a été choisie par le fabricant. Ainsi, dans le cadre d'une annexe 5.3, il faut déclarer les projets de changement substantiel au système qualité. Si l'on a choisi une annexe 2.3, il faut déclarer les projets de changement substantiel dans le système qualité et dans la gamme de produits. Et enfin, si l'on est passé par une annexe 2.4 ou une annexe 3, il faut déclarer les changements de la conception approuvée ou du produit approuvé. Le guide NBMed contient une liste de questions pour aider à déterminer si un changement est substantiel ou non, pour le système qualité, la gamme de produits et la conception approuvée. Il contient aussi une liste d'exemples de changements substantiels et de changements non substantiels. À noter que les changements relatifs au logiciel sont également mentionnés dans ce guide. Maintenant, il existe un autre guide encore, publié plus récemment, en novembre 2014, qui reflète cette fois-ci la position des autorités compétentes. C'est le NBOG BPG 2014-3. Selon ce nouveau guide, les projets de changement dans le système qualité doivent être déclarés si le fabricant a choisi une annexe 5.3. Les projets de changement dans le système qualité ou dans la gamme de produits doivent être déclarés si c'est une annexe 2.3. Et enfin, les changements dans la conception approuvée ou le produit approuvé doivent être déclarés pour l'annexe 2.4 ou l'annexe 3. Donc les deux guides sont similaires concernant les déclarations à effectuer. Notez que les deux guides recommandent de contacter l'organisme notifié pour confirmer le caractère substantiel ou non d'un changement. Alors sur ce point, malheureusement, compte tenu de la surcharge actuelle des organismes notifiés, il faut bien penser que si vous les sollicitez pour leur demander leur avis sur le caractère substantiel ou non d'un changement, vous risquez d'attendre la réponse un certain temps. Alors le guide NBOG BPG 2014-3 décrit le contenu d'une déclaration de changement. Tout d'abord, une brève description des modifications, la raison et l'origine du changement. Dans le cas des changements affectant les produits, une déclaration concernant l'impact sur la conformité aux exigences essentielles. Et enfin, fournir toutes les données techniques et documentation relatives aux points ci-dessus. Et le guide contient également une liste de questions et des exemples pour vous aider à définir ce qui constitue un changement substantiel. Et ce guide traite également des changements particuliers suivants: changements dans la conception, dispositifs de régulation ou de sécurité, changements dans les principes de fonctionnement, changements dans les spécifications de conception, changements dans les logiciels, changements dans les matériaux pour les dispositifs médicaux ou les dispositifs médicaux implantables actifs ou pour les diagnostics in vitro, changements dans l'étiquetage, changements dans les procédés de fabrication, les sites ou les équipements de production. Et changements bien sûr dans la stérilisation. Concernant plus spécifiquement la partie logicielle, notez qu'il y a un blog de Cyril Michaud qui avait été repris dans le flash de DM Expert et que vous pouvez retrouver dans la rubrique actualité de notre site internet et qui traite spécifiquement des changements qui sont à déclarer à l'organisme notifié concernant les logiciels. Ça a été publié le 12 décembre 2014. Alors en pratique, eh bien, des exemples de questions pour décider si un changement est substantiel pour un produit: examiner l'impact sur les contre-indications, les exigences essentielles, les indications ou les performances cliniques. Pour le système qualité, examiner l'impact sur la conception ou le produit approuvé, sur les exigences essentielles
ou sous la conformité avec les exigences internes. Enfin, exemple de questions pour la gamme de produits, examiner l'impact sur les sous-catégories ou les groupes génériques de dispositifs. Je rappelle que les sous-catégories correspondent à une famille, par exemple MD0102, ce sont tous les dispositifs non actifs pour l'injection, la perfusion, la transfusion et la dialyse. Et les groupes génériques sont associés à des codes GMDN, par exemple pompe à perfusion de type pousse-seringue. Quelques exemples de questions pour vous aider. Avez-vous un nouveau sous-traitant? Y a-t-il un changement de la forme juridique du fabricant? Un nouveau process de fabrication? Une nouvelle machine de production? Un changement de matériaux pour le produit? Un changement du conditionnement? Un nouveau responsable qualité? Une extension de la gamme de produits? Une nouvelle version de logiciel? Notez que, en fonction de la réponse à ces questions, vous n'allez pas forcément conclure qu'il s'agit d'un changement substantiel. Par exemple, une extension de la gamme de produits avec des produits d'une taille intermédiaire à ce qui existait jusqu'à présent pourra peut-être être considéré comme un changement non substantiel. Enfin, qu'adviendra-t-il lorsque les futurs règlements sur les dispositifs médicaux remplaceront les directives actuelles? A priori, il devrait y avoir peu de changements puisque dans l'annexe 8 par exemple, qui est l'équivalent de l'annexe 2 de la directive sur les dispositifs médicaux actuels, le texte est quasi identique au texte actuel de la directive sur les dispositifs médicaux. De même, l'annexe 10, partie A, qui est l'équivalent de l'annexe 5 actuelle de la directive sur les dispositifs médicaux, cette annexe renvoie tout simplement au paragraphe 3.4 de l'annexe 8 ci-dessus. Et enfin, concernant le futur règlement sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, là non plus, a priori, il n'y aura pas beaucoup d'impact de ce futur règlement par rapport à la directive actuelle, puisque l'annexe 8, équivalent de l'annexe 2 de la directive actuelle sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, le texte est identique au texte du futur règlement sur les dispositifs médicaux. Pour en savoir plus, vous pouvez nous contacter à l'adresse contact@dm-expert.fr. Et pour être informé des futures mises en ligne des vidéos de DM Expert, abonnez-vous gratuitement au flash de DM Expert sur le site www.dm-expert.fr. Merci pour votre attention.